Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler encore de ces événements les plus importants du XXe siècle et même du XXIe siècle, à savoir la relation entre le rabbi et l'État d'Israël. C'est une relation complexe évidemment, parce qu'au départ, lorsque le rabbi arrive aux États-Unis au mois de juin, au mois de Sivan 1941, le rabbi, finalement, c'est un réfugié. Alors, évidemment, il possède un diplôme d'ingénierie navale qu'il a obtenu lorsqu'il était étudiant aux arts et métiers à Paris. Le rabbi suivait également des études très poussées en astrophysique et en physique nucléaire, etc. à la Sorbonne, en auditeur libre, mais surtout son diplôme officiel, il l'avait eu à l'Institut des arts et métiers en tant que avec un diplôme d'ingénierie navale. Et lorsqu'il arrive aux États-Unis, eh bien, il va travailler au département de la guerre américaine en tant qu'ingénieur en navire pour mettre au point les nouveaux modes de bateaux de guerre. Alors, il paraît que le rabbi a également mis au point un système hydraulique qui répercutait sur les tanks, sur les blindés, la possibilité qu'avaient les navires de viser juste malgré le roulis des vagues. Et donc, les tanks qui auparavant étaient obligés de s'arrêter pour tirer parce que, à cause des déclivités du relief, eh ben, le rabbi a fait transférer dans les blindés eh bien, cette capacité qu'avaient les navires de viser juste malgré le roulis des vagues. Et donc, le rabbi l'a fait transférer dans les tanks. Et il a dit, c'est ainsi que je paye ma dette aux États-Unis d'Amérique qui m'ont accueilli, alors que le rabbi était, comme tous les juifs d'Europe, menacé évidemment dans sa vie lors de la guerre 39-45. Évidemment, cette fameuse histoire où le rabbi était à Nice et il avait eu une visite dans son hôtel, puisque le gouvernement de Vichy avait ordonné, même sans aucune pression allemande d'ailleurs, de lui-même, le gouvernement de Vichy avait instauré un statut des Juifs, et il avait ordonné qu'il y ait un recensement de tous les Juifs en France, français ou étrangers. Et donc, dans l'hôtel où habitait le rabbi, avec la médecine, eh bien, il y avait un recenseur envoyé par le gouvernement, puisque Vichy était en zone libre, n'était pas occupé par les Allemands, et qui était venu demander qui était ce Schneerson, de quelle religion il était. Alors, la rabbinite avait répondu, le patron de l'hôtel qui voulait protéger le rabbi, et la rabbinite avait répondu, ils sont orthodoxes. Et le patron de l'hôtel a dit ça à la rabbinite. Et le rabbi, quand il a entendu ça, il a dit, mais hors de question de me faire passer pour un orthodoxe, parce qu'orthodoxe, quand on dit orthodoxe en France, à l'époque, ça voulait dire chrétien orthodoxe, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient, les Russes et les chrétiens du Moyen-Orient, les Grecs, chrétiens grecs, qui ne reconnaissent pas l'autorité du pape. Alors le rabbi a dit, hors de question de me faire passer pour un orthodoxe. Il a été au commissariat, il a demandé de rajouter juif orthodoxe. Bon, évidemment, d'un autre côté, j'ai entendu aussi que le rabbi faisait par contre de faux papiers pour cacher l'identité des autres juifs, mais lui, il ne voulait pas cacher la sienne. Bon, en tout cas, revenons à 1956, là où nous étions arrêtés la dernière fois, puisque notre sujet, c'est le rabbi et l'État d'Israël. Donc, en 1956, mais je voulais insister sur le fait qu'au départ, lorsque le rabbi précédent et le rabbi sont arrivés à New York, ils n'avaient rien, ils étaient dépourvus d'argent, ils étaient dépourvus, il y avait une poignée de chassidim, un minyan de chassidim à New York. C'était véritablement, voilà, le mouvement Lubavitch a ressuscité d'une façon complètement miraculeuse pendant et après la guerre. Bon, à partir du moment où il y a eu 1 millier de chassidim Lubavitch, hommes, femmes, enfants réunis, il y a 200 familles qui ont réussi clandestinement, en se faisant passer pour des réfugiés polonais avec des faux papiers, à quitter l'URSS et à passer en Pologne à la fin de l'année 46 et au début de 47 par 3 convois ferroviaires successifs.
Et donc, ça a été la base de la renaissance du mouvement Lubavitch, voilà, dans le monde entier. Et en 1949, en février 1949, au même moment où se déroulait l'armistice de Rhodes, où l'Égypte, la Syrie, le Liban, tous les pays, la Jordanie, tous les pays en guerre contre Israël acceptaient un cessez-le-feu, eh bien, c'est le fameux armistice de Rhodes, eh bien, le rabbi précédent fondait le village chassidique de Kfar Chabad, entre Tel Aviv et Jérusalem, à proximité de l'aéroport de Lod, l'aéroport de Ben Gurion, comme on l'appelle aujourd'hui. Bon, donc j'avais expliqué la dernière fois qu'en 1953, il y a eu une révolution en Égypte. Le roi Farouk, le vieux roi Farouk, accusé de corruption, a été destitué, et un groupe de jeunes colonels modernistes et socialisants, guidés par le plus charismatique d'entre eux, c'était Gamal Abdel Nasser. Ils ont pris le pouvoir, et Gamal Abdel Nasser, bientôt, a réussi à évincer ses concurrents et s'est imposé comme le nouveau homme fort de l'Égypte. Et il a immédiatement mis en place une politique de revanche contre Israël, et ça a été à travers lui la naissance, la renaissance du fameux mouvement panarabe, qui avait déjà été un des leitmotivs également de Husseini, Amin Haj al-Husseini, qui était le leader de l'indépendantisme palestinien et qui semait la terreur chez les Juifs en Palestine, qui était le grand responsable des pogroms anti-juifs qu'il y avait eu en Palestine dans toutes les années 20 et dans toutes les années 30, et de la grande révolte arabe entre 1936 et 1939, qui avait causé plus de 500 morts chez les Juifs, où les Arabes mitraillaient tous les convois juifs qui passaient. Et puis, une révolte qui avait été finalement brisée par les Anglais, qui étaient leur mandat sur la Palestine et qui maintenaient l'ordre. Bon, alors maintenant, la tension s'était calmée après la victoire militaire d'Israël dans la guerre de 1947-49, la guerre d'indépendance, mais avec la prise du pouvoir par Nasser, la tension a remonté, puisque Nasser ressuscitait le rêve panarabe, à savoir l'union de tous les peuples arabes du monde. Là, c'était le fameux rêve de la Oumma Arabia, de restaurer quelque part l'Émirat arabinique. Mais la seule victoire contre Israël pouvait donner suffisamment de prestige à l'Égypte pour prétendre s'assurer l'allégeance des autres États arabes. On a déjà fait la comparaison la dernière fois avec un autre phénomène historique. Vous voyez, ce sont des phénomènes transhistoriques qu'on trouve à diverses époques, à savoir en 1870, alors que l'Allemagne était encore divisée en 50 petits États indépendants. Il y a le chancelier allemand Bismarck avait réussi à convaincre le roi de Prusse que seule une victoire contre le pays qui était considéré à l'époque comme l'ennemi héréditaire de l'Allemagne, c'est-à-dire la France, pourrait donner suffisamment de prestige à la Prusse pour que tous les autres princes allemands acceptent de perdre leur autonomie, leur indépendance, pour s'unir à la Prusse au sein d'une grande Allemagne. Alors, et c'est ce qui s'était passé. La France de Napoléon III était tombée dans le piège allemand, avait déclaré la guerre à la Prusse. La Prusse, grâce à son équipement beaucoup plus moderne, avait été victorieuse, et cette victoire de la Prusse avait tellement impressionné les dizaines de princes allemands indépendants à l'époque. L'Allemagne était divisée en plusieurs dizaines d'États indépendants. Il y a eu une époque, il y en avait même plusieurs centaines depuis le Moyen-Âge, depuis qu'avait explosé le grand empire, le fameux Saint-Empire romain germanique au XIVe siècle. Mais il y avait toujours une nostalgie, justement, de recréation de cet empire. Eh bien, voilà, la victoire contre la France de la Prusse avait tellement impressionné tous les princes allemands que dans la fameuse galerie des glaces du palais de Versailles en 1871, pour fêter la victoire de la Prusse contre la France, et bien les princes allemands, on montre un célèbre tableau, avaient déposé leur couronne au pied du roi de Prusse pour abolir d'eux-mêmes leur propre indépendance et s'intégrer à une nouvelle Allemagne, le Deuxième Reich, le deuxième empire allemand qui succédait donc et qui entendait ressusciter à sa façon le fameux Saint-Empire romain germanique du Moyen-Âge, qui avait tenté lui déjà de reconstituer l'Empire romain. Voilà.
Alors c'est un peu la même chose hein, pour les Arabes en 1953, lorsque Nasser prend le pouvoir, il ressuscite le rêve pan-arabe et il espère quelque part être capable de réunir, de créer un nouvel empire arabe universel qui vengera l'affront qu'ont infligé les Turcs aux Arabes depuis déjà plusieurs siècles, puisque c'est les Turcs qui étaient devenus les maîtres du monde arabe entier. Et les Turcs ne sont pas des Arabes, hein, ce sont des musulmans, mais ce ne sont pas des Arabes. La langue turque n'a rien à voir avec l'arabe, par exemple. Bien que les Turcs écrivaient leur langue avec l'orthographe arabe, avec l'alphabet arabe, mais enfin, c'est la même différence qu'il y a entre l'allemand et le français, il n'y a pas de rapport. Hein. Et donc, c'est ce phénomène transhistorique, seule une victoire contre l'État d'Israël, qui est conceptualisé comme le nouvel ennemi héréditaire de l'islam, ben, vous savez, c'est ce même complexe d'Oedipe que l'islam entretient envers le judaïsme, hein, comme le christianisme. C'est ce que Freud a analysé, à savoir la volonté qu'a un petit enfant de 2-3 ans, lorsqu'il se rend compte qu'il a un concurrent qui lui capte l'amour maternel, il veut à tout prix évincer ce concurrent, c'est son père, il prend conscience qu'il y a un père aussi, qui partage l'amour de sa mère, et qui n'est pas le seul. Alors il éprouve le désir inconscient de tuer son père, le fameux complexe d'Oedipe. Eh ben, on peut dire qu'il y a eu un complexe d'Oedipe universel dans la conscience collective du christianisme comme de l'islam, à savoir vouloir tuer le père, c'est-à-dire le judaïsme. Voilà, évidemment. Puisqu'on sait que le Coran, finalement, c'est quasiment un papier-collé de la formé, mais à peine, hein, finalement. Il y a toute l'histoire de la création du monde, l'histoire de l'expulsion du paradis, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Joseph vendu par ses frères, l'histoire de Moïse et du méchant pharaon, les miracles de Moïse. Et puis le Coran s'arrête au moment où effectivement Moïse invective les Hébreux en leur reprochant de ne pas être rentrés en Israël. À cause de ça, ils sont maudits. Ils ont été maudits parce qu'ils ont refusé de rentrer en Israël. Et il est également annoncé à la fin, puisque Mahomet, comme on dit en français, le fondateur de l'islam, eh bien, il entend répercuter finalement et réactualiser tout le canon biblique. Alors, il termine en annonçant que finalement, on ne peut pas ne pas faire l'écho également de toutes les prophéties bibliques qui annoncent le retour d'Israël sur sa terre. Et effectivement, il y a des sourates qui annoncent que finalement, à la fin des temps, ce peuple reviendra sur sa terre dans une immense multitude. Et d'ailleurs, c'est ce que le Rabbi dit toujours qu'il faut dire aux musulmans lorsqu'on leur parle du droit d'Israël sur sa terre. Il faut leur dire que c'est écrit dans le Coran que Dieu a donné la terre d'Israël au peuple juif et qu'il les ramènera à la fin des temps. Voilà. Donc, voilà, c'est important de comprendre cela finalement, puisque finalement, toute cette guerre israélo-arabe, elle s'enracine dans des racines très très profondes, qui sont évidemment des racines religieuses et des racines mystiques et métaphysiques, voilà, dans ce qu'on appelle les archétypes inconscients dans l'inconscient collectif des peuples. Tout comme d'ailleurs le nazisme. Hein. Le nazisme aussi s'enracinait dans un inconscient, dans des mythes et des archétypes inconscients enfouis très profonds dans l'âme, dans l'inconscient collectif du peuple allemand. Bien, alors donc, entre 1953 et 1956, Nasser, qui veut absolument prendre la tête du monde arabe et qui veut absolument une victoire décisive sur Israël, qui seul pourra donner suffisamment de prestige à l'Égypte pour devenir la maîtresse d'un mouvement pan-arabe et finalement d'une union de tout le monde arabe autour de l'Égypte, qui gardera évidemment la principauté, comme la Prusse l'a fait avec les autres États allemands. Eh bien donc, Nasser encourage toute une guérilla, des envois de terroristes, ce qu'on appelle les fédaïnes à l'époque, entre 1953 et 1956, qui font environ 500 morts dans la population civile israélienne. Et la frontière entre l'Égypte et Israël, c'est une passoire à l'époque. Et donc, j'avais déjà raconté la dernière fois qu'en octobre 1956, un des derniers attentats, peut-être le dernier même, qui pousse Israël à agir et à attaquer l'Égypte, fin octobre 1956, c'est venu tout de suite après, c'est un attentat à Kfar Chabad, où il y a plusieurs élèves et moniteurs et professeurs qui sont tués.
Et les chassidim ont tellement peur parce que Kfar Chabad est une cible privilégiée, parce qu'elle se trouve dans une immense zone couverte d'orangers, et les orangers ne perdent jamais leurs feuilles. C'est donc très facile pour les fédaïns de se cacher dans ces forêts d'orangers, qui sont toujours d'ailleurs aujourd'hui autour de Kfar Chabad. Et donc, les Kfar Chabad se sentaient particulièrement visés, et les chassidim ont eu peur. Et ils ont considéré que Kfar Chabad était un endroit plus dangereux qu'un autre en Israël, ce qui d'ailleurs était stratégiquement vrai. Et ils ont demandé au rabbi donc la permission de quitter Kfar Chabad et se disséminer dans l'ensemble du territoire israélien. Mais le rabbi a répondu que absolument pas, qu'après le précédent initial qui avait donc permis la création de Kfar Chabad, eh bien il y a eu la Gvoura, mais qu'après la Gvoura, la rigueur, la sévérité, se dévoile la troisième Mida Tiferet Rachamim, qui est la miséricorde, qui est plus haute non seulement que la rigueur de la veille, mais que la sévérité, mais plus haute même que le chesed du premier jour. Bon, le rabbi reprend les grands concepts de la Kabbale et de la Chassidoute, hein, à savoir à la différence de tous les autres jours de la semaine, Dieu ne dit pas que ce qu'il a fait c'était bon le deuxième jour, parce que ce qui s'est dévoilé c'était la sévérité, et Dieu lui-même, quelque part entre guillemets, se solidarise de ses créatures en refusant de dire que la sévérité c'est bon, c'est bien. Il n'y a pas écrit Kitov le deuxième jour, c'est le séjour de toute la jeunesse, de tout Bereshit, dont Dieu ne dit pas que ce qu'il a fait c'est bon, parce que c'est dévoilé la Gvoura, la rigueur, la sévérité. Et effectivement, qu'est-ce qu'elle fait cette sévérité? Elle crée la division, la séparation, la dualité, donc elle crée la guerre à l'origine de toutes les guerres, de tous les conflits, de tous les divorces. Et puis, c'est la raison pour laquelle le deuxième jour, qu'est-ce qu'il écrit? Il écrit l'espace qui sépare les eaux célestes des eaux terrestres, à savoir la spiritualité de la matérialité qui jusque-là Excuse-moi, était Israël, juste je te coupe une petite seconde. Pour tous ceux ouais, qui veulent poser des questions, on attendra la fin du cours, parce qu'on a beaucoup ouais, de messages, mais ouais, il y a tellement de questions qu'il vaut mieux attendre la fin. Merci beaucoup. d'accord, ok. Et le troisième jour, par contre, c'est dévoilé une troisième mida, c'est la rachamim, la miséricorde divine, qui est beaucoup plus haute, non seulement que la rigueur, la sévérité de la veille, la goura, mais plus haute même que le chesed du premier. Et comme elle est beaucoup plus haute, elle peut englober les deux. C'est pas quel est le résultat des deux, hein, c'est qu'elle est plus haute que les deux, et elle peut donc les englober. Et c'est pour ça que le deuxième jour de la création, Dieu dit deux fois que ce qu'il a fait, c'est bien. Il n'avait pas dit une seule fois le deuxième jour, il avait dit une fois le premier jour, mais là, il dit deux fois. Comme le rabbi le dit toujours, lorsqu'il fait un Fabrengen le troisième jour, un mardi, il dit toujours Yom Shlishi Shorpal Bukitov. Il répète toujours que ce jour-là, Dieu dit deux fois que c'est un jour bon, Tov la Shamaïm et Tov la Briout, bon pour les cieux et bon pour la création, bon pour la santé aussi. Le rabbi prononce Briout. Bon, alors donc, le rabbi envoie cette lettre au Chassidim en disant effectivement qu'il faut rester à Kfar Chabad, et effectivement, une grande bracha est venue sur Kfar Chabad qui s'est développée sans arrêt au fil du temps, dans toutes les années et les dizaines d'années. Je ne veux pas parler trop matérialiste, mais ça se voit sur le prix des maisons à Kfar Chabad. Les maisons à Kfar Chabad ne coûtaient rien il y a 50 ans. Aujourd'hui, elles coûtent facilement $1 million, beaucoup plus que dans certains endroits de la région parisienne, pourtant bien cotées. Alors, eh bien que Rabat se trouve à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv, comme certaines banlieues qui se trouvent à 20 kilomètres de Paris. Donc, à partir de 1953, donc, il y a ces attentats qui durent jusqu'en 1956. Et puis, en 1956, il y a de grands bouleversements internationaux parce qu'en 1956 commence la guerre d'Algérie. Alors, la France va livrer la guerre d'Algérie parce que la France a déjà perdu le Maroc, elle a perdu la Tunisie, elle a perdu l'Indochine, elle a perdu la guerre d'Indochine en 1954. Et le président du Conseil, Pierre Mendès France, a été contraint de signer les accords de Genève pour conclure la guerre d'Indochine que la France a perdue. Et ensuite, il y a eu toute une agitation indépendantiste, révolutionnaire au Maroc et en Tunisie. Et la France a également signé par Mendès France l'abandon du Maroc et de la Tunisie, c'est les fameux accords d'Évian. Et Pierre Mendès France, qui est juif d'ailleurs, hein, qui avait été condamné par Vichy, il avait été emprisonné par Vichy à l'issue du procès de Riom en 1940.
Et il s'était évadé de prison, il avait réussi à rejoindre Londres après toute une évasion spectaculaire. Et il a été sans doute l'homme politique le plus brillant de la 4e République, cette 4e République qui avait été ressuscitée en 1947 à l'initiative du général de Gaulle, le chef des forces françaises libres, qui avait été en désaccord avec la puissance du pouvoir parlementaire, du pouvoir législatif. Lui, de Gaulle voulait un pouvoir exécutif beaucoup plus fort, qui donnerait beaucoup plus de pouvoir au président de la République. Et puis finalement, les parlementaires français avaient refusé. Ils avaient gardé un système parlementaire dominé par le législatif, où le Parlement avait beaucoup plus de force que l'exécutif, que le président. Mais le président avait quand même beaucoup de pouvoir. C'était lui le chef de l'État. Et donc, Pierre Mendès France avait dirigé la France. C'était un des hommes politiques les plus importants. Il ne cachait pas qu'il était juif. Tout le monde le savait. Mais il était très populaire. Il est resté une des figures de proue de l'intelligentsia française jusqu'à nos jours. C'est une figure unanimement respectée. En ce qui concerne le mouvement Lubavitch, j'ai eu l'honneur et le plaisir, surtout le plaisir, je dois dire, de donner des cours de Chassidoute au beau-frère de Pierre Mendès France, notre ami Rachamim Brenon-Sicurel, à la Shalom pendant des années, à Paris, à la fin des années 70, début des années 80, et c'était une figure de proue du mouvement Lubavitch, Rachamim Sicurel. C'était un juif égyptien d'une très grande et très riche famille égyptienne, dont les parents avaient été expulsés d'Égypte en 1956 par Nasser, justement, lors de cette fameuse crise de Suez, dont nous allons reparler maintenant. Et il était très proche du rabbi. Il a gagné 5 fois le Goral, le tir au sort pour aller voir le rabbi. Et voilà, c'était aussi un grand ami de Moulay Azimov, Aleichem Shalom. Et c'était aussi un donateur du mouvement Lubavitch, bien sûr, parce que bien que ses parents avaient laissé une grande partie de leur fortune. Je peux rajouter Israël. Je peux ajouter que Ouais. mon fils que j'ai rencontré des États-Unis m'a remis Ouais. 33 dollars de son père. Je raconterai l'histoire Ah ouais. extraordinaire qui a permis de construire un mikvé en Ukraine. Bravo. Je raconterai en Bravo. détail l'histoire. Avec 33 $. Oui, parce que beaucoup de gens ont acheté de ces dollars. Ah, bravo. Bravo. Mais je te raconterai l'histoire. Voilà. Bon, Rachamim Sicurel, il venait tous les jours au local, on voyait tous les jours au local. Selon la botte Sfarad, il mettait les tefilines de Rachi et de Rabbeinu Tab ensemble sur la tête. C'était une figure exceptionnelle. C'était un grand musicien aussi, un grand musicien qui composait de la musique abstraite, dont les œuvres étaient jouées dans les plus grands opéras du monde, notamment l'Opéra de Paris. Bon, une figure très spéciale. Mais bon, voilà, à la Vachalom, Zichrono Livracha. Et il me racontait ses histoires en Égypte pendant la guerre, d'ailleurs. Il me disait que lorsque les troupes de Rommel n'étaient plus qu'à 70 km d'Alexandrie, eh bien, voilà, tous les Arabes d'Alexandrie attendaient avec impatience l'arrivée des Allemands, comme d'ailleurs les Arabes de Palestine. Et c'est vraiment d'extrême justesse que le corps expéditionnaire allemand, l'Africa Corps, avait été repoussé à la bataille d'El Alamein, qui avait marqué le début de ce qu'on appelle le trimestre du retournement de la Seconde Guerre mondiale. Comme on l'a dit la dernière fois, le rabbi a dit une fois, un délégué important de l'agence juive, qu'il avait vu à ce moment-là la présence divine qui avait quitté Eretz Israël dans la destruction du temple 1900 ans auparavant, se reposer de nouveau sur Eretz Israël, parce que c'était vraiment un signe que le rabbi avait interprété comme tel, à savoir que c'est précisément la dernière ligne de défense anglaise qui protégeait Eretz Israël, où les Allemands avaient été repoussés. Et pas seulement ça, c'est que cet échec des Allemands avait été le premier des trois défaites successives qui avait amené en 3 mois tout le retournement de la Seconde Guerre mondiale. Et ce retournement avait commencé donc dans la bataille qui défendait Eretz Israël, à El Alamein, en fin octobre 1942. Et donc, quelques jours plus tard, début novembre, les Américains débarquaient en Algérie et au Maroc. Et quelques semaines plus tard encore, la 5e armée allemande de von Paulus, qui avait pour tâche de s'emparer des gisements pétroliers du sud de la Russie et de faire sa jonction au Moyen-Orient avec l'Africa Corps, justement, pour s'emparer ensemble de tous les gisements pétroliers du Moyen-Orient et paralyser ainsi l'effort de guerre anglo-russe, eh bien, elle était à son tour encerclée dans Stalingrad dans les semaines qui suivaient la bataille d'El Alamein. Bon, en tout cas, donc le rabbi voyait en cela le retour de la présence divine pour protéger Israël, annoncé par les prophètes, à travers la fameuse allégorie que tout l'exil est comparé à la marche d'un homme dans un grand couloir noir. Lorsqu'il commence à marcher, après avoir fermé la porte du salon lumineux
qui correspondait à l'époque du Temple, et il commence à marcher, et ben, au début, il y a encore des fils de lumière qui passent par la serrure et par les fentes de la porte qui l'accompagnent dans ce grand couloir noir de l'exil. Puis quand il arrive au milieu, et ben, il y a plus, c'est les ténèbres. Et puis lorsqu'il s'approche de la porte du troisième temple, là, du salon illuminé qui symbolise le troisième temple, et bien l'ère messianique, et bien c'est le comble de l'obscurité. Puis d'un seul coup, lorsqu'on s'approche du troisième temple, donc la salle illuminée, il y a de nouveau comme c'est écrit dans le Shirachirim, dans le Cantique des Cantiques, il y a des filaments de lumière qui commencent à percer à travers les fentes de la troisième porte, l'interstice de la porte et du mur, à travers la serrure, ce qu'on appelle dans le Shirachirim Metzitz Minacharakim. Il filtre parmi les fentes. La lumière du Mashiach filtre parmi les fentes. Alors donc, voilà. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, parce que dans les premiers siècles qui ont suivi la destruction du temple, le peuple juif vivait encore en relative sécurité. Les grandes persécutions ont commencé seulement au milieu du couloir noir, c'est-à-dire vers le milieu du Moyen-Âge. Et ensuite, il y a eu l'apocalypse totale de la Seconde Guerre mondiale, dont le rabbi a dit plus tard que c'était à ce moment-là, Chevle Mashiach, les souffrances de la Shoah, ça a été les souffrances de l'enfantement messianique. Ayolotier, bon, de l'autre côté, le rabbi disait on ne peut pas chercher des justificatifs à Dieu. Mais d'un autre côté, le rabbi précédent disait que ce qui se passait à l'époque, c'était Chevle Mashiach, les douleurs, les souffrances de l'enfantement messianique. J'ai entendu un commentaire du rabbi une fois sur Parashat Noach, où le rabbi disait comment est-il possible que Dieu ait juré qu'il n'y aurait plus jamais de déluge, et pourtant il y a eu la Shoah qui a été un déluge? Eh bien, le rabbi répond que c'est un des mystères de la création, c'est que chaque fois qu'une lumière descend, elle descend enveloppée d'une clipa trop chère, d'une écorce de ténèbres, et la lumière qui est descendue à ce moment-là, c'était la lumière du Mashiach, comme le rabbi précédent l'avait dit. Et puis, donc, elle était enveloppée de l'écorce de ténèbres absolues, comme il n'y en avait jamais eu dans l'histoire, mais qu'à notre époque, d'Or Hashvi'i, cette clipa trop chère, cette écorce de ténèbres qui enveloppait la lumière du Mashiach, eh bien, elle s'est volatilisée, elle a été pulvérisée, et aujourd'hui, il ne nous reste à tous les Juifs du monde que cette lumière qui était cachée à l'intérieur. Voilà, c'est le mystère de la 7e génération, la génération du rabbi, le fameux thème que le rabbi reprend lorsqu'il devient rabbi en 1950, et où il annonce que notre génération n'aura plus rien à voir avec toutes les générations passées de l'histoire juive, parce que nous sommes la dernière génération de l'exil et la première de la libération, parce que la présence divine, comme à l'époque de Moshe, est redescendue dans le monde matériel. Et comme Moshe avait fait redescendre la présence divine du premier ciel dans le matériel, tant que la présence divine était exilée au premier ciel, exilée dans le spirituel, le peuple de Dieu, le peuple juif, était esclave dans le monde matériel. Mais à partir du moment où la présence divine est redescendue dans le matériel, le peuple juif a été libéré matériellement d'Égypte et a pu reconquérir matériellement sa terre. Et le rabbi dit, comme nous sommes la 7e génération, c'est son premier commentaire sur le fameux commentaire Bati Begami du Cantique des Cantiques, du Shirachirim, où il dit à notre époque, comme nous sommes la 7e génération, par cette magie, entre guillemets, du chiffre 7, nous ne l'avons pas voulu, nous ne l'avons pas souhaité. Le rabbi dit, en tant que racine, il aurait préféré que le rabbi précédent reste rabbi éternellement et pour la 6e génération demeure éternellement. Et voilà, on n'a pas le choix. On est, qu'on veuille ou non, la 7e génération qui, parce qu'elle est montée sur les épaules des géants, voit plus loin que les géants, les anciennes générations eux-mêmes. Et que donc, à notre époque, la Shrina redescend dans le monde matériel, et donc tous les Juifs du monde seront libérés. Bon, je fais un bref survol, 40 ans après, tous les Juifs du monde, et grâce à Dieu, ça a pris 40 ans pour que les Juifs du RSS, cette dernière prison du peuple juif, aient volé en éclats, et que les Juifs ont finalement été libérés de partout. C'est à ce moment-là que le rabbi a dit, ça y est, et que lorsque les Juifs sont rentrés en URSS, le rabbi a dit, pour la première fois, ça y est, le kibbutz galouyot a commencé. Même s'il a commencé, en fait, le rabbi a rajouté depuis déjà un certain temps. Mais c'est la première fois que le rabbi l'a dit. Bon, en tout cas, revenons en 56. Il y a des contextes historiques qu'il faut revoir afin de bien comprendre ce qui se passe. Donc, en 56, la guerre d'Algérie commence. La France s'arc-boute sur sa colonie algérienne. Et en effet, l'Algérie, c'est la seule colonie où la France possédait une population française indépendante. Il y avait 1 million de Français qui habitaient l'Algérie, que la France avait colonisé 130 ans plus tôt, en 1830. Et en Indochine, en Tunisie, au Maroc, il y avait très très peu de Français. Mais là,
l'Algérie, c'est un ensemble de 3 départements français, il y a 1 million de Français. Les Juifs d'Algérie ont reçu la nationalité française en 1860 par l'intermédiaire d'un nudiste français juif, le fameux Adolphe Craigneux, c'est le fameux décret qui a établi le fameux décret Craigneux, à savoir l'octroi de la citoyenneté française aux Juifs, qui devait servir d'intermédiaire donc entre le gouvernement français et la population musulmane qui, elle, n'avait pas reçu la nationalité française. Évidemment, on ne pouvait pas donner la nationalité française à 20 millions de musulmans, sinon on noyait complètement toute la société française. Les Juifs, eux, étaient toujours une minorité. Et là encore, c'est un phénomène transhistorique. Les pouvoirs dominants se sont toujours servis des Juifs comme une minorité d'intermédiaires pour leur permettre de mieux administrer ou de mieux exploiter les populations qu'ils dominaient. Ça a été le cas, c'était le cas dans l'Égypte antique, où les Juifs se voient accorder avec Yosef la meilleure part de l'Égypte, le pays de Goshen, et le pharaon se sert d'eux parce qu'ils peuvent faire des travaux que personne d'autre ne peut faire. Ça a été le cas aussi plus tard en Pologne, lorsque les Juifs sont arrivés, ils ont été accueillis comme des rois par la noblesse polonaise qui se servait d'eux pour administrer la paysannerie analphabète et pour l'exploiter. Et puis, c'était le cas aussi même en Allemagne, au XVIIe, XVIIIe siècle, où chaque prince allemand avait à son service un juif de cour qui était une figure qui est en dehors de tout le système, en dehors des codes habituels et qui permet de mieux administrer le système. Et puis, ça se terminait toujours mal, il faut dire ce qu'il est. Bon, enfin, et comme le dit le Talmud, tous les exils ont été créés à l'image de l'Égypte ancienne, à l'image de Galout, l'exil d'Égypte. Alors, en 1956, c'est la guerre d'Algérie. Et en Algérie, ce n'est pas seulement un corps expéditionnaire de militaires professionnels qui va combattre en Algérie, comme ça avait été le cas en Indochine, mais c'est toute l'armée française, tous les conscrits qui font leur service militaire, qui vont combattre en Algérie, parce que même pour Mendès France, qui pourtant passe pour un socialiste très progressiste, il avait accepté d'octroyer l'indépendance au Maroc, à la Tunisie et à l'Indochine. Bon, l'Indochine était forcée puisque la France avait perdu la guerre, mais elle n'avait pas envoyé toute son armée en Indochine, sinon elle aurait pu la gagner, cette guerre. Elle avait envoyé seulement un petit commando, pas un commando, mais enfin un corps expéditionnaire composé surtout de légionnaires. C'était la Légion étrangère qui combattait. Alors, par contre, en Algérie, c'est l'armée française entière qui combat. Voilà, comme en 1940. Tous les Français qui ont, enfin pas exactement comme 1940, parce qu'en 40, c'était tous les Français de 20 à 40 ans. Là, c'est tous les jeunes Français qui doivent faire un grand service militaire de 28 mois qui combattent en Algérie. Et donc, les Fedaïn algériens, le Front de libération nationale algérien qui combat la France, eh bien, il est équipé par les Égyptiens et ils vont s'entraîner en Égypte, si bien que l'Égypte devient l'ennemi de la France. Donc, l'ennemi de mes ennemis, c'est mon ami. Donc, la France va aider Israël à lutter contre les attentats qui viennent ravager son territoire. Et en octobre 1956, Nasser commet une autre imprudence ou se lance dans une autre aventure, mais qui va finalement lui porter chance. Il procède à la nationalisation du canal de Suez, qui à l'époque appartenait à un consortium anglo-français, puisque c'était les Français qui avaient creusé le canal de Suez au milieu du 19e siècle, par Ferdinand de Lesseps, n'est-ce pas? Eh bien, donc, la France et l'Angleterre décident d'intervenir pour reprendre le contrôle du canal de Suez et pour porter un coup d'arrêt à l'aide que Nasser envoie au FLN algérien. Donc, automatiquement, ces deux puissances, l'Angleterre et la France, se rapprochent d'Israël. Et Israël, de son côté, il ne combat pas contre la nationalisation du canal de Suez, il combat pour défendre ses intérêts propres, c'est-à-dire arrêter ces attentats pour arrêter ces attentats qui ensanglantent son territoire. Donc, fin octobre, l'armée israélienne lance une attaque contre l'Égypte, dans le désert du Sinaï, dirigée par Moshe Dayan, et elle s'empare du désert du Sinaï en une semaine. Et puis ensuite, l'Angleterre et la France lancent une opération aéroportée et prennent le contrôle effectivement de la zone du canal de Suez. Mais l'URSS et
et les États-Unis interviennent. Les États-Unis ont toujours une politique anticolonialiste depuis toujours. Eux-mêmes ils sont d'anciennes colonies qui sont révoltées contre un pouvoir dominant, l'Angleterre, au XVIIIe siècle. Donc, ils éprouvent un sentiment de solidarité pour tous les pays qui veulent leur indépendance. Et puis, c'est le fameux droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qu'ils ont déjà défendu en 14-18. Et puis, l'URSS surtout, qui veut utiliser l'occasion pour s'implanter dans le monde arabe. Pour s'implanter dans le monde arabe. Alors donc, il y a le dirigeant soviétique qui a pris la succession de Staline, Khrouchtchev, qui va faire une grande déclaration à l'ONU dans laquelle il menace Londres, Tel Aviv et Paris de représailles nucléaires. C'était tout à fait spectaculaire. On voit Khrouchtchev à l'ONU qui brusquement s'accroupit sous son pupitre à la tribune de l'ONU. On se demande ce qu'il fait, et puis il est en train de délacer sa chaussure, et puis il enlève sa chaussure et il martèle son pupitre avec sa chaussure, et il menace en disant nos fusées peuvent atteindre n'importe quel endroit du globe, Londres, Paris, Tel Aviv. Alors, à cause de ces pressions, puis en plus, les Américains ne défendent absolument pas la France, ni l'Angleterre, ni Israël. Au contraire, il y a une spéculation financière mise en place par les États-Unis pour déstabiliser la livre sterling et le franc à l'époque. Donc, finalement, la France et l'Angleterre, qui ne sont pas soutenues par les États-Unis, qui sont menacées par l'URSS, et Israël aussi, évacue le désert du Sinaï. Israël évacue le désert du Sinaï, cependant, sous 3 clauses de sécurité. 3 clauses de sécurité. La première clause, c'est qu'il y aura un cordon de casques bleus, soldats de l'ONU dorénavant, tout le long de la frontière israélo-égyptienne, qui empêchera les incursions des Fédayines à l'intérieur d'Israël. Ça a bien fonctionné pendant 10 ans. Et puis, il n'y a plus d'attentats en Israël, en provenance de Gaza et du Sinaï, comme ça avait été le cas jusque-là, pendant 10 ans. La deuxième clause de sécurité, c'est que le désert du Sinaï soit totalement démilitarisé, que l'armée égyptienne, bien que le Sinaï reste territoire égyptien, l'armée égyptienne n'ait jamais le droit de pénétrer dans le Sinaï. Et troisième clause de sécurité, qui est la plus importante, c'est la libre navigation pour les bateaux israéliens dans le golfe d'Aqaba, le golfe d'Eilat, par lequel Eilat recevait les 90% de son l'approvisionnement en pétrole vers Israël à l'époque. Et le rabbi, lui, a condamné ces accords. Le rabbi a condamné ces accords. Et puis, pourquoi il a condamné ces accords? Il a dit que ces accords ne seraient pas respectés par l'Égypte et que dans 10 ans, il faudrait recommencer. Alors, il faut bien voir une chose, c'est que le rabbi, dans sa vision des choses, il veut préserver la vie des gens. Il veut préserver la vie des gens, préserver la vie des Juifs, évidemment, en premier, mais aussi la vie des Arabes. Il veut éviter les guerres. C'est l'éthique juive. On verra d'ailleurs dans plusieurs conflits israéliens qui viendront plus tard, notamment dans les guerres du Liban. La guerre du Liban en 1982, le rabbi reprochera à Tzahal même d'avoir une stratégie qui ne tienne pas compte de l'économie de la vie des soldats de Tzahal, mais qui ne tienne pas compte non plus de l'économie de la vie des civils arabes, parce que finalement, tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. Bon, en tout cas, ce que le rabbi veut, c'est éviter la guerre. Et le rabbi affirme que ce papier ne sera pas respecté, ce traité ne sera pas respecté par l'Égypte, et que dans 10 ans, il faudra recommencer. Et donc, il y a quand même eu, même si la victoire de Tzahal a été éclatante en octobre 56, bien, il y a quand même eu il y a quand même eu des morts dans Tzahal. Voilà. Et le rabbi ne veut pas que dans 10 ans, même s'il y a encore une victoire, il y a encore des soldats qui meurent à cause de ça, et dans aucun des deux camps d'ailleurs. Donc, le rabbi condamne, et le rabbi a cette étrange formule, il dit que le Etratson, le moment était tellement, toutes les portes du ciel étaient tellement ouvertes en 56 que ça aurait pu aller jusqu'à Moscou.
Donc, donc voilà, c'est ce qui se passe. Et effectivement, bon, il va y avoir une dizaine d'années de calme, sauf à la frontière syrienne, sauf à la frontière syrienne. Et en 1966, le gouvernement syrien entreprend de, de détourner les sources du Jourdain qui approvisionnent le lac de Tibériade. Et Tsahal va intervenir et l'aviation israélienne va bombarder les travaux de détournement du Jourdain, puisque à l'époque, évidemment, il y avait la construction d'un canal d'approvisionnement en eau qui devait desservir tout le centre d'Israël et même le Negev pour l'irrigation du Negev. Et le rabbi a expliqué une fois qu'en vérité, les prodromes, les signes avant-coureurs de la guerre des 6 jours, eh bien, ils avaient eu lieu en 1966 lorsqu'il y avait eu ces fameux accrochages entre Tsahal et l'armée syrienne et Tsahal avait réussi finalement à empêcher le détournement des sources du Jourdain. Et pour le rabbi, ça avait été ça qui avait déjà annoncé la guerre des 6 jours. Bien. Bon, en tout cas, sur le front égyptien, la situation avait été restée calme et les attentats avaient été endigués. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au printemps 1967, brusquement, la situation s'envenime au Moyen-Orient. La situation s'envenime au Moyen-Orient. Et pourquoi la situation s'envenime-t-elle? Ben, vous savez, quelquefois, en effet, quelquefois, les choses, les impulsions des hommes politiques obéissent à des motifs qui sont complètement incohérents. Les hommes politiques sont des hommes comme tout le monde, ce sont souvent des hommes très capables qui ont un grand pouvoir charismatique, et la victoire que Nasser avait obtenue face aux grandes puissances qui étaient la France, l'Égypte, entre guillemets Israël, en 1956, lui avait donné une immense popularité auprès du monde entier. Et surtout dans ce monde qui était en train de se décoloniser, c'est-à-dire tout le tiers-monde en voie de décolonisation, c'est-à-dire toute l'Asie, toute l'Afrique et même l'Amérique du Sud. Et donc, il était devenu une figure charismatique mondiale. Cette victoire contre bon, évidemment, la France et l'Angleterre, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, étaient redevenues des puissances moyennes, hein, loin derrière les superpuissances qui étaient les États-Unis et l'URSS. Mais quand même, c'était des pays industrialisés, traditionnellement puissants. Donc, Nasser, qui avait réussi, évidemment, grâce à l'URSS et grâce aussi aux États-Unis, à repousser l'Angleterre, la France, et finalement à obliger Israël à évacuer le Sinaï. Israël avait évacué le Sinaï en 1957 contre ces 3 causes de sécurité. Eh bien, il était devenu un personnage politique hyper puissant et hyper important. Mais vous savez, bien peut-être que justement, cette hyperpuissance lui a tourné la tête et il n'a pas pu renoncer à son fameux rêve pan-arabe, de reconquête d'Eretz Israël. Et vous savez que les hommes politiques, même dans les dictatures, évidemment l'Égypte c'est une dictature, bon, 70% au moins de la population égyptienne était analphabète à l'époque. Nasser d'ailleurs était très très contre l'islamisme radical. Hein. Les frères musulmans étaient persécutés par Nasser, ils étaient emprisonnés et torturés, ils étaient considérés comme les premiers ennemis de Nasser, au moins autant que les Israéliens, ou même plus, comme c'est le cas aujourd'hui pour Al-Sisi, pour le chef d'État égyptien. Mais en même temps, voilà, ça fait déjà, en 1967, ça fait déjà 14 ans que Nasser est au pouvoir, et finalement, le grand rêve pan-arabe le reprend. Surtout que la Syrie peut peut-être lui disputer ce titre, étant donné que la Syrie, elle, finalement, c'est elle seule qui maintient une tension chaude face à Israël. Donc, elle pourra lui enlever ce prestige d'être l'ennemi principal d'Israël et éventuellement son futur vainqueur. Bon. En tout cas, en 1967, au printemps 67, l'Égypte et la Syrie passent ensemble un accord militaire pour fondre ensemble leurs états-majors. Et la Jordanie se joint à cet accord militaire. Donc, évidemment, c'est un danger pour Israël. Et puis, le bruit commence à se répandre que Nasser
prépare l'expulsion des casques bleus qui, en fonction des accords de 1956, contre lesquels Israël avait évacué le Sinaï, Nasser prépare l'expulsion des casques bleus tout le long de la frontière israélo-égyptienne. Et troisième clause par laquelle Israël avait évacué le Sinaï en 1957, c'est qu'il préparerait, Nasser également, la fermeture, le blocus du golfe d'Eilat, du golfe d'Aqaba, qui bloquerait dorénavant toute la navigation israélienne et fermerait le golfe d'Aqaba aux pétroliers qui ravitaillent Eilat, qui à l'époque recevait tout le pétrole que consommait Israël, en tout cas 90% de son pétrole. Alors la tension monte, et Nasser annonce qu'il va le faire. Mais est-ce qu'il va vraiment le faire ou est-ce que c'est un gros coup de bluff? Finalement, il le fait. Et il le fait à la stupéfaction mondiale. Parce que lorsqu'Israël avait évacué le Sinaï en 1957, il avait évacué contre ces 3 clauses de sécurité. Et le gouvernement israélien avait bien pris soin de faire noter par l'ONU que la violation d'une de ces trois clauses, notamment la fermeture du golfe d'Aqaba, du golfe d'Eilat, serait considérée par Israël comme un cas de guerre, casus belli. Alors évidemment, pendant tout ce temps que les tensions montaient, alors vous savez, quand les tensions montent au Moyen-Orient, c'est très lyrique, hein, Nasser multiplie les discours qui durent des heures et des heures, il envoûte son auditoire. Et puis, comme la majorité des gens sont analphabètes, alors évidemment, les discours oraux, ils ont une énorme importance. Et puis, il y a des postes de télévision dans les villages, il y en a un seul par village, mais tout le monde s'agglutine pour voir les discours de Nasser. Et c'est l'époque où la fameuse chanteuse qui est l'idole du monde arabe, Kalsoum, elle chante ces fameuses chansons qui durent des heures et des heures, et dont le refrain est repris par une foule en délire, Edbah, égorge, Edbah al-Yahoud, égorge les Juifs. Et Nasser qui multiplie les discours en annonçant que l'heure de la revanche a sonné, que l'heure de la destruction d'Israël a sonné. Et en 1964 a été fondée, sous l'égide égyptienne, à Gaza qui est égyptienne à l'époque, la fameuse OLP, Organisation de libération de la Palestine, dont le chef à l'époque, c'est un Hosseini, et qui proclame l'imminence de la guerre sainte. Et quand on lui demande au nouveau chef de l'OLP, qui vient d'être constitué en 1964, lorsqu'on lui demande au printemps 1967 si vraiment, si la victoire contre Israël, si l'Égypte remporte la victoire, qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il compte faire des Juifs? Il répond, il n'y aura pas de problème. Qu'est-ce que vous comptez faire du problème juif? Il répond, il n'y aura pas de problème juif, parce qu'il n'y aura pas de survivants. Et puis dans le lyrisme arabe de l'époque, c'est des grands discours, c'est des discours un peu qui ressemblent un peu aux discours nazis, anti-juifs des nazis qu'il y avait dans les années 30, lorsque les nazis chantaient dans les rues de Berlin leur hymne national, dont le refrain était le sang juif giclera bientôt sous nos couteaux. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anciens dignitaires nazis, beaucoup d'officiers SS supérieurs qui se sont réfugiés, pas seulement en Amérique latine après la guerre, mais qui se sont réfugiés aussi en Syrie et en Égypte. Et ce sont souvent eux qui deviennent les chantres de la propagande anti-juive et antisémite pour stimuler la haine d'Israël dans la population égyptienne et syrienne. Voilà. Donc, on trouve ces accents de propagande terrifiante, voilà, égorger les Juifs, violer leurs femmes, on mangera leurs oranges, on les jettera à la mer. Bon, voilà, c'est le transfert de l'antisémitisme nazi, finalement, qui se répand assaisonné au lyrisme grandiloquent du monde arabe, avec une pincée d'islam derrière. Et donc, finalement, alors évidemment, il y a des gens qui se demandent, mais est-ce que Nasser va vraiment mettre sa menace à exécution? Et bien oui, finalement, Nasser met ces 3 menaces à exécution. Et Nasser met ces 3 menaces à exécution, et puis il ordonne à l'ONU de faire plier bagages à tous les casques bleus qui
empêchait les attentats en Israël depuis 1956. Et donc, à l'étonnement de beaucoup d'hommes politiques de l'époque, le secrétaire de l'ONU, qui est un Birman, U Thant, eh bien, il accepte tout de suite. Il accepte tout de suite et en 24 heures, 48 heures maximum, tous les casques bleus ont plié bagage et la frontière israélo-égyptienne, elle devient, de nouveau perméable. Et puis, la deuxième clause, c'était que le Sinaï devait être démilitarisé, qu'aucune armée égyptienne n'aurait le droit d'y entrer. Et brusquement, Nasser donne l'ordre à l'armée égyptienne de pénétrer dans le désert du Sinaï. Mais finalement, la chose la plus importante qui a été déclencheur, ça a été le blocus du golfe d'Aqaba. D'un seul coup, les batteries d'artillerie se mettent en place sur le détroit de Sharm el-Sheikh, par lesquels le golfe d'Aïla, le golfe d'Aqaba communique avec le reste de la mer Rouge. Et le gouvernement égyptien annonce que dorénavant, l'artillerie égyptienne, dans les bunkers du montagneux du détroit de Sharm el-Sheikh, coulera tous les navires israéliens qui passeront. Alors donc, voilà, c'est le fameux cas de guerre. Alors, comment Israël réagit? Comment Israël réagit? Israël va temporiser. Israël va temporiser parce qu'Israël est surpris. Israël est surpris parce que beaucoup de gens pensaient que Nasser, vraiment, c'était un coup de bluff. Et on pensait vraiment que Nasser n'oserait jamais faire ça, parce que quand même, Israël avait déjà vaincu l'armée égyptienne en 1947-49, alors que les Israéliens étaient quasiment dépourvus d'armes au début de la guerre. Et puis la victoire de l'armée israélienne contre l'armée égyptienne en 56, en octobre 56, même s'il y avait eu un certain appui aérien des Français, etc., et que toutes les armes israéliennes étaient françaises, mais elle avait été fulgurante quand même. Et l'appui français avait quand même été très secondaire, même s'il avait existé. Donc, beaucoup pensaient que Nasser n'oserait jamais mener ces menaces à exécution. Beaucoup se disaient, Israël a gagné en un an de combat en 49, il a gagné en une semaine en 57, il gagnera en 3 jours. Mais Nasser ne voyait pas les choses comme ça. Et puis finalement, comme le dit la Torah, lève Beyad Hashem, le cœur des princes, le cœur des rois est dans les mains de Dieu. Et Nasser a commis une stupéfiante erreur en violant ces 3 clauses de sécurité. Bon, comment Israël a-t-il réagi? Comment Israël a réagi? Israël a réagi pendant 3 semaines, Israël a temporisé. Il a temporisé, il a cherché des solutions pacifiques. Il y a le ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, qui était un juif allemand, qui fait partie de ces centaines de milliers de juifs allemands qui s'étaient réfugiés en Israël après la prise du pouvoir de Hitler, qui avait doublé d'un seul coup, en l'espace de quelques années, la population de la Palestine. Eh bien, Abba Eban, c'était un homme très bien éduqué, formé dans les universités allemandes, donc très poliment, avec beaucoup de standing et beaucoup de classe. Il parlait un hébreu moderne remarquable, mais il parlait aussi beaucoup de langues étrangères de façon remarquable. Il a fait le tour de toutes les chancelleries du monde pour persuader tous les hommes politiques du monde d'agir sur les Arabes, sur l'Égypte et la Syrie et la Jordanie, pour leur demander de renoncer à cette violation des 3 clauses de sécurité par lesquelles Israël avait évacué le Sinaï en 57, et puis qu'on puisse arriver à des compromis, des accords de paix, mais personne ne voulait rien entendre. Les États-Unis étaient neutres. Évidemment, les États-Unis ne voulaient pas se mettre tout le monde arabo-musulman contre eux, même si c'était pour sauver 2 millions de juifs. Donc les États-Unis se montraient neutres. À l'époque, c'était encore Johnson, qui dit qu'il était président aux États-Unis, le successeur démocrate de Kennedy, mais il avait une politique assez neutraliste vis-à-vis d'Israël et du Moyen-Orient. Et puis, le général de Gaulle en France a pris carrément position contre Israël et pour le monde arabe. Alors c'était très surprenant parce que en 1960, à l'époque de la guerre d'Algérie, de Gaulle avait reçu Ben Gourion à Paris. Et de Gaulle avait encensé Ben Gourion. C'était impressionnant parce que de Gaulle, il mesurait 1,91 m.
Et Ben Gurion, il mesurait 1,60 m. Alors, De Gaulle, en se penchant, avait encensé Ben Gurion en le qualifiant de personnage politique le plus important du XXe siècle. Et Ben Gurion, en se haussant sur la pointe des pieds, avait levé la tête en lui disant « Non, c'est vous, c'est vous ». Et puis à un moment donné, De Gaulle s'était tourné vers Golda Meir et avait demandé à Ben Gurion, avec sa façon très dithyrambique et solennelle de parler, Monsieur Ben Gurion, est-ce conforme à vos traditions ancestrales de donner des pouvoirs à la femme, aux femmes, en désignant Golda Meir? Et Ben Gurion avait répondu son fameuse riposte à elle. Ah, c'est le seul homme de mon gouvernement. Bon, en tout cas, De Gaulle parlait à l'époque, en 1960, c'était l'époque de la guerre d'Algérie, où la France avait besoin d'Israël. Israël, notre allié, notre ami. Et puis brusquement, à la stupéfaction mondiale, De Gaulle change complètement de camp. Et évidemment, De Gaulle, c'est un homme, quelque part, c'est un homme de génie, c'est un homme de vision. En 1940, il était grandiose. Il a toujours cette vision planétaire des choses. En 1940, il s'était distingué face à la masse des centaines de généraux français qui pensaient que la guerre était perdue parce qu'elle était limitée à l'Europe. Mais De Gaulle, il avait déjà cette vision mondiale des choses. Il savait que c'était une guerre mondiale. Il garde cette vision mondiale de la géopolitique en 1967. Et en 1967, il y a le monde entier qui s'est décolonisé. Il y a toute l'Afrique qui s'est décolonisée. Il y a, voilà, il y a toute l'Asie qui s'est décolonisée. Alors, De Gaulle, il se rend compte que tout ce tiers-monde, comme on l'appelle à l'époque, qui est décolonisé, c'est une proie pour la culture française, pour la grandeur de la France, qui peut s'immiscer en tant que troisième bloc entre les États-Unis et l'URSS pour faire valoir sa culture, sa splendeur, la grandeur de la France dans cet espace libre, vide de tous les pays décolonisés qui hésitent entre les États-Unis et l'URSS et qui sont intéressés par la France. C'est l'époque de ce qu'on appelle la grandeur des pays non alignés. Les pays non alignés qui veulent s'aligner ni sur l'URSS communiste, ni sur les États-Unis capitalistes. Le trio de tête des grands pays non alignés, c'est l'Inde de Nehru et de Gandhi. Mais l'Inde, c'est quand même 500 millions d'habitants à l'époque, 600 millions. Aujourd'hui, c'est presque le triple, mais bon, à l'époque, c'était déjà énorme. C'est l'Inde, et c'est aussi la Yougoslavie, qui est un pays communiste, mais qui s'est complètement détaché du bloc soviétique et qui fait preuve d'intrépidité, et qui a été le seul pays d'Europe de l'Est à réussir à s'opposer à Staline. Et il y a aussi l'Égypte qui fait partie de ce trio de tête des pays non alignés. Alors De Gaulle, bon, pour lui, évidemment, le monde arabe, le monde arabo-musulman, c'est un espace vide qui attend l'influence culturelle, l'influence politique, l'influence économique de la France, et puis il y a l'ensemble du monde non aligné qui peut être justement un espace qui va s'ouvrir pour les exportations françaises, les exportations au niveau de la culture, au niveau de la langue, au niveau du prestige, au niveau de la grandeur, aussi au niveau économique. Puis en plus, il y a le pétrole du Moyen-Orient. Donc De Gaulle, il a cette nouvelle vision d'un nouveau monde qui se met en place. Et puis De Gaulle, il faut dire ce qu'il est, il avait aussi des racines antisémites de la vieille France. C'est évident. Alors De Gaulle, de lui-même, de ses convictions politiques profondes, n'était pas républicain. Il était pour un régime d'autorité. On l'a très bien vu, dès qu'il a perdu le pouvoir en 1969, il a été faire une visite de courtoisie immédiatement au dictateur espagnol Franco, qui avait été monté au pouvoir, par un coup d'État militaire où il avait détruit la République espagnole par la fameuse terrible guerre d'Espagne de 1936-1939. Franco avait été mis au pouvoir grâce à l'aide des puissances totalitaires Hitler et Mussolini, allemande et italienne. Il avait instauré une dictature très dure sur l'Espagne. Et De Gaulle, en 1969, dès qu'il perd le pouvoir, il va faire du moment où il est libre de toute perspective politique, eh bien, il va rendre une visite officielle, pas plus officielle puisqu'il n'est plus président, mais une visite de courtoisie à Franco. Donc, il a clairement montré que De Gaulle, il était pro-républicain, il a défendu les idées républicaines, il a effectivement rendu aux Juifs d'Algérie la nationalité française. Il a remis en place toutes les valeurs républicaines et démocratiques en France, mais
parce que c'était impossible de faire autrement pour la grandeur de la France. Il le voyait, c'était évident que le peuple français était devenu républicain et la grandeur de la France, la seule chose qui comptait pour lui, ne pouvait que épouser cette cause, sinon il perdait toute influence sur la société française. Bon, c'est aussi un phénomène transhistorique de grands hommes politiques qui ont des visions géniales quelquefois. En tout cas, De Gaulle, là, cette fois-ci, sa vision planétaire, il la met contre Israël, au service du monde arabe, et il proclame que la violation des 3 clauses de sécurité par les Arabes n'est pas un cas de guerre, et que c'est seulement celui qui tirera le premier coup de feu qui sera l'auteur du cas de guerre, et la France sera contre lui. Et il menace, dans ce cas-là, d'imposer un embargo total aux armes israéliennes et faire la guerre s'il n'y a pas de pièces de rechange, comme tout l'équipement militaire français à l'époque, c'est terrifiant. Donc, le gouvernement israélien hésite, et puis, en même temps, l'armée d'Israël se mobilise. Et Israël ne peut pas tenir tellement longtemps, parce que c'est toute la population jeune, entre 20 et 45 ans, entre 18 et 45 ans, qui est mobilisée. Donc Israël ne peut pas se permettre une guerre longue. Et puis à l'époque, Israël ne fait que 15 km de large, à sa frontière la plus étroite, face à Netanyahou, face à la Jordanie. Donc Israël ne peut pas se permettre une guerre. Et puis les guerres du désert, à travers le désert, ça va très très vite. On sait depuis la guerre de 1945 que les guerres dans le désert, ça va très très vite. Les planètes se déplacent très rapidement. Ça surprend même les états-majors. Alors, on attend. Et pendant 3 semaines, il y a Abba Eban qui va faire le tour de toutes les chancelleries, de tous les gouvernements du monde pour mendier un accord de paix, un accord de compromis. Et beaucoup de Juifs ont peur. Beaucoup de Juifs ont peur. Évidemment, en diaspora, il y a un énorme réveil qui se produit, un énorme réveil de solidarité envers Israël qui se produit. Et il y a des manifestations pro-israéliennes organisées par les Juifs, bien sûr, dans le monde entier, aux États-Unis, en France. Mais les Juifs de diaspora ont beaucoup plus peur que les Juifs d'Eretz Israël, il faut dire ce qu'il y a. Maintenant, à New York, il y a un certain nombre de Chassidim Lubavitch, qui ont leurs enfants qui étudient dans les yeshivot de Jérusalem, les yeshivot Lubavitch de Jérusalem, et qui demandent au rabbi la permission de rapatrier leurs enfants, puisqu'on est vraiment en danger de guerre. Et le rabbi interdit tous les rapatriements des enfants. Et puis, il y a le grand choc de Lag BaOmer. Ce Lag BaOmer tombait un dimanche, donc cette année-là. Donc, il y a la grande parade de Lag BaOmer qui est organisée à Kronheitz, comme d'habitude. Et dans cette parade de Lag BaOmer, qui se déroule donc à la fin du mois de mai 1967, le rabbi parle, entre autres, de la situation israélienne, entre 2 sirotes sur la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, et le fait que la parade grandiose de Lag BaOmer, où défilent les chars devant le rabbi et devant toute la population de Kronheitz, eh bien, le rabbi affirme, encore une fois, que quand on va à cette parade, on voit Rabbi Shimon, ce tzaddik qui est au-delà de la destruction du temple, que rien n'a jamais pu toucher. C'est pour ça que les jours de sa mort, c'est le plus beau jour de sa vie, etc. C'est un niveau qu'aucun mal ne va toucher. On a un petit peu dépassé là de 10 minutes. Ok, très bien. Alors, tellement passionnant que on oublie. On va conclure. Donc le rabbi, brusquement, fait une sikha sur la situation en Eretz Israël, et le rabbi déclare qu'un secours miraculeux va protéger tous nos frères d'Eretz Israël, et que très bientôt, on va voir la Yeshua, le salut, le secours pour nos frères d'Eretz Israël. Et donc, évidemment, tous les chassidim du monde, évidemment, on est attaché au rabbi. À l'époque, évidemment, le mouvement loubaviste n'avait pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui, mais on est attaché au rabbi, donc on croit. Mais la crainte, elle existe quand même, et chez certains. Et puis, ce qui se passe, c'est que le 5 juin au matin, eh bien, finalement, sans sommation, après avoir échoué dans toutes ces tentatives de médiation politique, eh bien, l'aviation israélienne décolle à l'aube, passe à la lisière des flots, à 30-40 mètres au-dessus des vagues de la Méditerranée,
pour déjouer les radars égyptiens, remonte en piqué au-dessus du territoire égyptien et chaque pilote, comme les services secrets ont admirablement fonctionné cette fois-ci, chaque pilote possède exactement l'emplacement exact où se trouvent tous les avions égyptiens et syriens. Et c'est l'heure du petit déjeuner des pilotes égyptiens. En l'espace de 3 heures, 90%, 95% des avions de guerre égyptiens et syriens sont détruits au sol. Donc, c'est ce qu'on appelle la guerre de 3 heures. Et puis, même en même temps, les blindés israéliens s'ébranlent dans le Sinaï et sur le Golan. Et puis, en 6 jours, Israël reprend tout le Sinaï qu'il avait déjà conquis en 1956 et malheureusement évacué en 1957. Et donc, malgré tout, il y aura encore des soldats malheureusement qui y tombent, même si la victoire est écrasante. Et puis, Israël reprend le contrôle du Golan. Enfin, il prend le contrôle du Golan plutôt, et puis Israël a envoyé un ultimatum au roi de Jordanie en le suppliant de ne pas entrer en guerre, en lui annonçant que les aviations syriennes et égyptiennes sont déjà détruites au sol, que Israël a virtuellement gagné, mais le roi de Jordanie demande confirmation à Nasser, qui évidemment lui ment, et donc le roi de Jordanie ordonne à sa fameuse légion de tirer sur Israël, et donc 2 jours après, il a perdu toute la Cisjordanie. Bon, voilà, c'est le miracle de la guerre des 6 jours. Et puis, nous verrons la suite la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Razak.